Et bonjour à tous, je vous retrouve devant mon tas de bois pour une vidéo de circonstance. On va parler des cendres au jardin. On entend beaucoup dire que les cendres, c'est un engrais pour le jardin à utiliser avec parcimonie. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Alors ça va être une vidéo assez axée chimie parce que justement les cendres, c'est vraiment un élément chimique qu'on produit dans notre foyer, mais enfin c'est quand même vraiment quelque chose qui s'apparente à de la chimie. Et donc on va regarder un peu ce que c'est que la cendre et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors pour comprendre la cendre, il va falloir d'abord comprendre le bois. Le bois, c'est essentiellement composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. C'est-à-dire qu'on va avoir les constituants essentiels du bois, ça va être de la cellulose, de l'hémicellulose et de la lignine. Alors la cellulose, c'est une sorte de polymère de glucose accroché par des oxygènes. Ça fait des fibres qui, elles-mêmes autour d'elles, ont des molécules qu'on appelle d'hémicellulose. Donc ces molécules-là, c'est exclusivement du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On va également avoir dans le bois des molécules de lignine, qui sont des molécules encore plus compliquées, qui, elles, autant la cellulose sert à faire la structure de la feuille. En gros, la lignine, c'est encore quelque chose de plus dur, qui est une sorte de ramification de molécules extrêmement ramifiées, qui sert en fait à faire vraiment la dureté du bois. Donc on va trouver beaucoup de lignine dans le bois. Et c'est des molécules extrêmement dures à décomposer par les bactéries et les champignons. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le bois les synthétise pour justement se protéger du fait de se faire manger. Alors toutes ces molécules-là ne sont constituées que de carbone, d'hydrogène et d'oxygène et sont les constituants essentiels de la vie, de la flore sur Terre, de tout ce qui est la matière organique végétale. Je vous mets ici les pourcentages de constitution de cette masse organique végétale sur la planète en termes de cellulose, d'hémicellulose et de lignine. Et donc c'est en gros l'essentiel de la masse organique, ça va être ces trois molécules-là. Alors pour la petite histoire, je trouve l'anecdote intéressante. La lignine, jusqu'il y a 280 millions d'années, était pas dégradée en fait. Il y avait rien qui était capable de la dégrader et elle s'accumulait du coup dans le sol et c'est ça qui a constitué en fait du coup les énormes réserves de charbon. Et ça s'est constitué à l'époque du Carbonifère d'ailleurs. Ça a carrément donné le nom à l'époque géologique. Et il y a 280 millions d'années sont apparus des champignons qui sont capables de manger du coup la lignine. Et c'est pour ça que depuis, on ne peut plus avoir de formation de charbon. Donc tout ce qu'on consomme en tant que charbon ne reviendra jamais, même si on attend des millions d'années, puisque les champignons qui sont capables de manger la lignine sont apparus, il n'y aura plus jamais de formation de charbon. Alors du coup, on voit que dans la matière organique, on n'a que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et c'est justement ça qui va nous intéresser, c'est ces chaînes carbonées organiques. Et c'est en brûlant ça, justement, qu'on va récupérer de l'énergie. Alors, je vous renvoie aux vidéos que j'avais fait sur la photosynthèse. Je vous rappelle le principe de base de la photosynthèse, c'est-à-dire que les plantes vont capturer le carbone dans l'air, le carbone sous sa forme oxydée, accroché à deux oxygènes, et via l'énergie du soleil, va capturer cette énergie et l'emmagasiner dans le carbone, et ça va décrocher le carbone des oxygènes, libérer du dioxygène d'ailleurs dans l'atmosphère, pour accrocher les carbones aux hydrogènes de l'eau. C'est-à-dire qu'on va passer d'un carbone du statut oxydé à un carbone au statut réduit, sous la forme de matière organique, et dans laquelle du coup on aura stocké de l'énergie qui va être l'énergie du soleil que la plante aura récupérée via la photosynthèse. L'opération inverse, quand on va prendre un bout de bois et qu'on va le brûler, on va du coup prendre ces chaînes organiques de carbone assemblées, ces chaînes de matière organique, et on va refaire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va les réoxyder, on va enlever les hydrogènes et on va les raccrocher à des oxygènes pour relibérer du CO2. Donc quand on libère du CO2, mais qui avait lui-même déjà à la base été pris dans l'atmosphère. C'est exactement le même procédé que quand nous, en tant qu'organisme, on respire de l'oxygène et qu'on va brûler du glucose qu'on aura mangé dans nos cellules, ce qu'on va appeler la respiration, mais c'est également une combustion de matière organique. Les deux sont relativement similaires, c'est-à-dire qu'on prend de la matière organique, on la brûle et on ressort du CO2 et on en récupère de l'énergie. Alors nous, dans un cas, quand on fait de la respiration, on va brûler de l'énergie qu'on aura mangé, des glucoses, des choses comme ça, des chaînes organiques comme ça, puis on va en retirer, on va régénérer les molécules d'ATP dans l'organisme et on va en retirer de l'énergie. Et pour le bois, du coup, on va faire une combustion. Et on va attraper l'oxygène de l'air et on va accrocher cet oxygène au carbone de notre matière organique et ce faisant, on va récupérer de l'énergie.
Et d'ailleurs, j'en profite également pour faire cette incise-là. C'est aussi important du coup qu'un bois soit sec, parce que plus il va contenir d'eau, plus en fait l'énergie dégagée par la combustion de la matière organique va servir du coup à faire évaporer l'eau qui est contenue dans le bois, au lieu de juste chauffer l'atmosphère ambiante ou le poêle. Et c'est pour ça que du coup, un bois humide va chauffer beaucoup moins qu'un bois sec, parce que la chaleur de la combustion va être accaparée par l'eau pour la faire changer d'état, la faire passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et du coup, on va avoir une perte d'énergie à ce niveau-là. D'où l'importance d'avoir un bois sec. Alors jusqu'ici, on a vu, je remets l'équation bilan du coup de la combustion, on a de la matière organique, on fait rentrer de l'oxygène, c'est pour ça que moins vous avez d'oxygène, plus le feu s'éteint, hein. Il faut de l'oxygène pour brûler, puisque c'est avec ça que vous allez raccrocher vos carbones, et vous avez du coup en sortie de la vapeur d'eau, et du dioxyde de carbone. Alors jusqu'ici, on voit qu'en sortie, du coup, on n'a que des gaz, et pour l'instant, on a 0 cendre, hein, puisque la cendre, c'est quelque chose de solide, qu'on va avoir un résidu de la combustion, qu'on a en très petite quantité. Quand on voit d'ailleurs les quantités qu'on brûle pour avoir un petit peu de cendre, c'est quand même quelque chose de très mineur par rapport au volume qui a été brûlé. Mais pour l'instant, on voit que avec ce qu'on a brûlé, pour l'instant, on n'a que du gaz. Alors on va trouver du coup dans la matière organique du bois également quelques molécules un peu différentes qui vont contenir de l'azote et du soufre, mais là encore l'azote et le soufre vont se dégager dans l'atmosphère sous forme gazeuse, sous forme de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote également, de NO2, NOx comme on appelle ça. Donc là encore, tout ce qui est azote et soufre, on ne va pas le récupérer non plus dans la cendre, donc c'est toujours pas ça qu'on a dans la cendre. Et on en vient donc du coup à nos matières qu'on va vraiment avoir dans la cendre. Il faut bien comprendre que dans la vie, on a du coup toutes ces molécules dont je vous ai parlé avant, la lignine, la cellulose, l'hémicellulose, tout ça, mais on a aussi plein de molécules un peu plus logistiques, beaucoup plus rares dans le vivant, mais qui ont des rôles métaboliques super importants. Et à l'intérieur des plantes également, on va avoir des sels qui vont servir, avec leurs propriétés du coup chimiques, le fait que ce soit des ions positifs, ils vont servir également dans les fluides de la plante. Alors le premier de ces sels qu'on va trouver dans la plante, ça va être le calcium. Le calcium va servir dans la structure du coup justement de la cellulose, l'hémicellulose et de la lignine, dans la structure du coup du bois. Il va permettre aux fibres de cellulose d'être collées entre elles, d'être accrochées entre elles. Il va former des ponts calciques où il va accrocher le calcium ayant deux charges positives. Il va être capable de s'accrocher à deux trucs différents. Il va les tenir entre elles du coup. C'est un peu le même principe qu'on a vu sur le complexe argilo-humique dans la vidéo sur le pH. On va beaucoup parler de cette vidéo sur le pH d'ailleurs, parce que vous allez voir que sur les cendres, il va être beaucoup question de pH également. Et du coup, le premier des éléments qu'on va trouver dans la cendre, c'est le calcium, parce que justement, on parlait de cellulose, hémicellulose et tout, et c'est quand même le constituant essentiel du bois. Autant on va trouver des molécules un peu spéciales sur les organes importants des plantes, comme les feuilles, les fleurs, ce genre de choses. Là, on va rentrer dans on va trouver des molécules beaucoup plus techniques, beaucoup plus spécifiques, de la chlorophylle, des choses comme ça. Autant le bois, c'est vraiment juste de la tuyauterie qui va servir à relier les racines des plantes à du coup la partie aérienne des plantes. Et en gros, c'est une sorte de gros tuyau qui va servir à acheminer les fluides du haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc dans le bois, on va trouver assez peu en fait de molécules techniques, ce que je vais appeler molécules logistiques et les genres de choses. Et on va trouver et surtout du coup justement la tuyauterie de la plante, donc toutes ces molécules carbonées. Et comme ces molécules carbonées se tiennent par du calcium, le premier des éléments qu'on va trouver dans la cendre du coup, ça va être du calcium. Le deuxième élément qu'on va trouver dans la cendre, en termes d'importance, ça va être le potassium. Le potassium, on l'a vu dans la vidéo que j'avais faite sur le sujet, c'est l'élément qui sert à gérer les fluides dans la plante, qui sert à gérer la pression osmotique de l'eau dans la plante, à faire en sorte que la plante se tienne bien droit et qu'elle soit pas toute flasque. Comme justement le tronc des arbres sert à faire transiter du coup la sève, et que voilà, il va y avoir pas mal de cellules également à l'intérieur, surtout sur la partie extérieure, l'aubier, c'est là qu'on va avoir toute la partie vivante de l'arbre. Toute la partie intérieure est morte en fait, là on a que de la lignine et des choses comme ça. Sur la partie extérieure, là la sève circule et on va avoir du coup toute la partie, les cellules vivantes de l'arbre. Et qui dit sève dit liquide, et qui dit liquide dit potassium. Donc le deuxième élément qu'on va trouver du coup dans la plante, ça va être le potassium. Ensuite vont venir plein d'autres petits éléments, beaucoup moins nombreux. Alors on va trouver du phosphore aussi, mais beaucoup moins parce que c'est pas un élément qui est très utilisé dans le transfert de la sève du haut vers le bas et du coup dans le tronc. Donc c'est pas quelque chose qu'on va trouver en grande quantité.
Et après, on va trouver également beaucoup d'oligo-éléments qui sont utiles à la plante et qui généralement transitent justement par la sève pour aller du haut vers le bas, puisque la sève est pompée au niveau des racines et montée jusque dans l'arbre, et du coup, les oligo-éléments vont passer par le tronc. Donc dans ces oligo-éléments, on va trouver le bore, le cuivre. Alors on est toujours sur des toutes petites quantités, hein, mais bon, voilà, on va trouver du fer, très peu de fer d'ailleurs. Pas d'aluminium, hein, puisque comme on l'a vu dans la vidéo sur le pH, l'aluminium est toxique pour les plantes, donc on va pas avoir d'aluminium. On va trouver du zinc, du nickel, du manganèse, du molybdène, enfin bon, des tas de petites molécules en toute petite quantité, qui généralement sont très peu nombreuses dans les plantes, mais si elles manquent, elles vont vraiment poser problème dans les cycles métaboliques, parce que généralement c'est des atomes, je parle de molécules en fait, c'est des atomes, qui vont servir à faire ce qu'on appelle les enzymes. Alors ils ne rentrent pas dans la constitution de la matière organique, mais ils forment avec la matière organique ce qu'on va appeler des chélas, et généralement du coup ça va être les cofacteurs des enzymes. Et les chélas, ça va être une sorte de, typiquement la chlorophylle, qui est le cas le plus typique. C'est une sorte de molécule organique qui va faire au bout une sorte d'anneau avec des azotes qui vont être positionnés juste à la bonne taille pour que vienne se rentrer à l'intérieur un atome de magnésium. C'est comme si ça avait exactement la forme et la charge électronique qui va bien pour accueillir pile poil un atome de magnésium qui, avec sa charge magnétique, du coup, va flotter à l'intérieur du chéla, de la molécule. Donc c'est généralement, voilà, le cas typique, c'est la chlorophylle avec son atome de magnésium qui est chélaté. Et donc voilà, c'est le genre de molécules qui sont formées à partir des atomes des oligoéléments. Et ça intervient généralement dans des cycles métaboliques super complexes. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais par contre, s'ils y sont pas, du coup, les cycles métaboliques peuvent pas avoir lieu et la plante il va lui manquer quelque chose. Il va lui manquer un cycle métabolique et elle aura une fonction qui va mal fonctionner justement. Donc ces éléments-là, on va en trouver également dans les cendres. Et c'est des éléments qui sont souvent pas mal négligés, mais s'ils viennent à manquer, du coup ça peut vite poser problème. Alors un autre élément également qu'on va trouver en grande quantité, je l'ai un peu oublié parce que c'est quasiment au niveau du calcium, mais j'en parle pas plus que ça parce que c'est pas très important, c'est la silice, du SiO2, donc de l'oxyde de silicium. C'est du sable en fait, hein, donc dans la cendre vous allez trouver pas mal de silice. Alors ça dépend des types de cendres, selon ce que vous avez brûlé, selon le type de bois, vous n'allez pas avoir exactement les mêmes composants. Et donc voilà, la silice, ça fait partie également des choses qu'on a en sortie, mais bon, ça c'est pas vraiment, c'est assez mineur parce que ça va pas avoir vraiment d'impact. Du coup, si je prends la table de Mendeleïev, on va voir apparaître dans les atomes qui sont présents dans la cendre, on va avoir un peu de carbone et d'oxygène, on va voir un peu après pourquoi, parce que tout le carbone et l'oxygène n'est pas intégralement brûlé, il y en a une partie qui va rester sous forme de carbonate, accroché justement à d'autres éléments qui vont être les premiers en termes d'importance, donc le silicium dont on a parlé là, sous forme oxydée, SiO2. Donc en fait, il y a des oxygènes qui vont rester accrochés à ces éléments puisqu'ils vont ressortir en fait de la combustion sous forme oxydée. Donc ils vont souvent être accrochés à des oxygènes. Donc, typiquement, le silicium va ressortir sous forme de SiO2. Sur les colonnes de gauche, on va avoir du coup le potassium et le calcium dont je vous ai parlé. On va également avoir le magnésium. Alors magnésium dont on a vu qu'il servait à faire la chlorophylle. Ça va être la colonne des alcalins et des alcalinotéreux. On voit il y a également le sodium qui est dans le carré des 4. Sauf que le sodium est toxique pour les plantes. Donc du coup, il n'y en a pas dans les plantes. Donc quand vous allez brûler des plantes, vous n'allez pas avoir de sodium dedans. Donc le sodium ne fait pas partie de ce qu'on va retrouver dans les cendres. Alors le sodium, c'est ce qui sert à faire le sel, hein, c'est NaCl, chlorure de sodium. Donc voilà, le sodium, c'est du sel. Donc on va retrouver du coup, comme je vous ai dit, calcium, magnésium et potassium. Alors ils sortent normalement sous forme d'oxyde. Alors c'est ce qu'on peut lire dans Wikipédia. Ça va être les éléments les plus importants dans la cendre. Ça va être ces trois éléments-là, normalement sous forme d'oxyde. Alors l'oxyde de calcium, c'est ce qu'on va appeler de la chaux vive, CaO. L'oxyde de magnésium, c'est ce qu'on va appeler de la magnésie. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Le potassium, lui, ne va pas sortir sous forme d'oxyde de K2O, il va sortir sous forme de potasse, ce qu'on appelle la potasse, c'est-à-dire du carbonate de potassium. Alors voilà, ça c'est la théorie qu'on peut trouver dans Wikipédia. Alors quand on brûle ce genre d'éléments, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils vont dégager petit à petit, plus on va les brûler fort, plus ils vont se décrocher de leur CO2. Ils vont être dans une première forme qui va être accrochée à un ion carbonate, CO3 de moins.
Et là, on va le trouver soit sous la forme CaCO3, par exemple, K2CO3, MgCO3. Alors CaCO3, par exemple, c'est du calcaire. K2CO3, comme on a vu, c'est de la potasse. Donc ça, c'est la forme où la calcination aura été la plus faible. Plus vous allez chauffer fort, du coup, votre bois, plus vous allez être dans un feu qui aura chauffé fort, plus ces formes carbonatées vont être mineures pour aller vers des formes juste où on enlève encore un CO2 de plus, associé au CO3 de moins, il reste juste un O, et le CaCO3 va devenir un CaO, le MgCO3 va devenir un MgO, donc de la chaux vive ou de la magnésie, et le K2CO3 va devenir du K2O. Alors faire du K2O, c'est très dur, mais normalement, sur des feux qui chauffent fort, on est censé obtenir en sortie de la chaux vive et de la magnésie. Plus votre feu va chauffer fort, plus vous aurez des formes sur la gauche, là, oxydées, et moins il va chauffer fort, plus vous aurez des formes carbonatées. Alors ces éléments oxydés, là, la chaux vive, la magnésie, sont des bases fortes qui sont capables de faire remonter fortement le pH. Alors je mets en doute un peu ce qui est dit dans Wikipédia, parce que si c'était vraiment de la chaux vive, quand on met les cendres dans l'eau, normalement ça devrait chauffer fortement. Parce que la chaux vive, quand on la met dans l'eau, ça va nous faire de la chaux éteinte, c'est-à-dire que le CaO va accrocher une molécule d'eau, un H2O, pour donner un Ca2+, et accrocher à 2 OH-. Donc toujours une molécule très basique, mais quand même un peu moins. Elle a été hydratée un peu, elle a pris une molécule d'eau, et ça normalement c'est très exothermique, et pourtant quand on met de la cendre dans l'eau, ça chauffe pas énormément. Donc soit en fait ce qu'on sort en fait dans la cendre, c'est des carbonates de calcium. Là dans ce cas-là, ça veut dire qu'on aurait du calcaire, en fait de la craie, ou alors c'est que la chaux vive a déjà été en fait éteinte, puisque la chaux, une fois qu'elle a capturé une molécule d'eau et qu'elle devient du CaOH2, on appelle ça de la chaux éteinte, peut-être juste avec la vapeur d'eau ambiante dans l'air. D'ailleurs, on peut dire que pour éteindre la cendre, j'avais pu lire qu'il suffit de la laisser traîner longtemps dans un coin à l'extérieur, à l'humidité, et elle finit par s'éteindre. Mais je pense qu'elle est déjà éteinte immédiatement, en fait, puisque quand on met les cendres dans l'eau, de toute façon, ça chauffe pas. Du coup, j'en viens à ce qui constitue l'essentiel de la cendre. On va donc trouver, moi ce que j'estime, alors voilà, les données sont pas très claires au niveau de ce que j'ai beaucoup cherché sur internet, j'ai lu beaucoup de choses très différentes, c'est pas évident d'avoir les infos. Moi j'en déduis que la cendre contient essentiellement du coup de la chaux éteinte, du CaOH2, puisqu'elle aura déjà capturé en gros chaque molécule de chaux vive aura déjà capturé une molécule d'eau pour devenir de la chaux éteinte. On va trouver la même chose pour le magnésium, c'est-à-dire que la magnésie va devenir du MgOH2. Et pour le potassium, on va avoir du carbonate de potassium, parce que les feux ne chauffent pas assez fort pour obtenir de l'oxyde de potassium. On va avoir du potassium sous sa forme carbonatée. Et c'est tant mieux d'ailleurs qu'on n'ait pas les formes vives de la chaux et de la magnésie, parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est extrêmement caustique et c'est relativement dangereux. Donc tant mieux que ça soit éteint. Alors du coup, on appelle ça souvent également du lait de chaux ou du lait de magnésie, parce que si vous mettez du coup votre cendre dans l'eau, votre chaux va devenir de la chaux éteinte, et que mélangé dans l'eau, on va appeler ça du lait de chaux, et la magnésie, on va appeler ça du lait de magnésie. C'est quand elle sous la forme où c'est hydraté, elle a attrapé une molécule d'eau. On va appeler ça du lait. Et là-dessus, en plus qu'on a vu là, calcium, potassium, magnésium, vont venir donc du coup se rajouter les éléments dont on a parlé plus tôt, donc le silicium qui n'a pas vraiment d'effet, plus tous les oligo-éléments, cuivre, zinc, nickel, tout ça, qui vont ressortir aussi sous forme oxydée, puisque c'est le principe de la combustion, c'est une énorme oxydation en fait, on va tout oxyder, on va tout accrocher à des oxygènes pour que ça relâche un maximum d'énergie. Donc du coup on peut se dire, dans la cendre il y a pas mal de choses intéressantes, on va avoir du calcium, du potassium, tout ça, plein d'oligo-éléments, et c'est pour ça que dans plein de vidéos on vous dit, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est un engrais pour le jardin, vous pouvez en mettre une petite poignée par-ci au potager, mais il faut en mettre une poignée pas trop. Alors moi j'ai du mal avec ce principe du truc qui est un engrais, faut en mettre mais pas trop, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'utiliser la cendre au jardin et au potager surtout. Alors tous ces éléments qu'on a vus dans la cendre, surtout la chaux éteinte et le lait de magnésie, ce sont des bases extrêmement fortes. Donc mettre ça dans son sol, c'est vraiment un peu comme mettre de la lessive. Je vous explique pourquoi.
Le principe de la lessive, pendant très longtemps, ça a constitué en fait juste à diluer de la cendre. Le mot lessive, d'ailleurs, vient du latin, d'un mot, voilà, je vous mets la définition là que j'ai trouvé dans le dictionnaire, mot latin qui vient à la base, qui veut dire du coup l'eau où on a dilué de la cendre dedans pour faire pour laver le linge. Le mot lessive, c'est ça que ça veut dire à la base, c'est de la cendre diluée. Donc quand on met de la cendre dans son jardin, on met de la lessive. Le principe, quand vous allez diluer de la cendre, c'est que vous allez libérer les OH- du coup de votre chaux éteinte et de votre magnésium éteint. Ces OH- là vont s'échanger avec le carbonate du potassium. Le carbonate du potassium va s'accrocher au calcium, vous allez former du calcaire d'un côté. Donc si vous filtrez du coup tout ça, vous allez enlever du calcaire et vous allez récupérer du coup les potassiums qui étaient accrochés au carbonate, qui sont partis sur les calciums. Du coup vous allez récupérer avec également des OH-, et là vous allez récupérer un mélange d'ion potassium et d'ion hydroxyde avec lequel vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une lessive. Le principe de la lessive, c'est que ces ions OH- que vous avez récupérés du coup de la cendre que vous allez diluer, vous allez les faire attaquer un corps gras, un triglycéride typiquement, et vous allez avoir une réaction. Alors non, ça se fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça se fait en plein d'étapes, mais je vous mets juste le résultat final. Vous allez avoir une réaction de ces OH- sur les corps gras qui vont vous sortir donc une molécule de glycérol qu'on va appeler également la glycérine. Alors bon, ça, si vous mettez ça avec de l'acide nitrique, vous obtenez un truc hashtag les vrais sachons, hashtag Fight Club. Vous allez obtenir donc du coup du glycérol et également du coup un radical qui en fait également un savon. Vous allez produire un savon. Donc votre lessive que vous avez obtenue en diluant la cendre va attaquer le gras pour produire après derrière des savons. Alors le nom technique de ce savon, comme je le dis, ça s'appelle un ion carboxylate et le principe de fonctionnement est relativement simple. C'est-à-dire que notre triglycéride de départ, on avait 3 longues chaînes carbonées qui sont accrochées au bout. Donc un triglycéride, hein, c'est de la graisse en fait. Et c'est pour ça que du coup la cendre servait de lessive et servait à diluer les graisses. Notre triglycéride de départ est cassé du coup par les OH- qu'on a récupéré dans la cendre. En 3 équivalents, on récupère les 3 chaînes carbonées de manière séparée. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur le pH, également la vidéo que je vous ai fait sur la chimie, où je vous parlais de la polarité et des solvants polaires et non polaires. À savoir que l'eau est une molécule pas symétrique et que du coup c'est une molécule qui est un peu aimantée, que du coup toutes les autres molécules qui vont être chargées ou pas symétriques vont bien aimer se mélanger dans l'eau parce que voilà c'est aimanté, tout ça, elles vont avoir un côté plus, un côté moins, elles vont bien aimer se mélanger aux molécules d'eau et s'accrocher. À l'inverse, les molécules organiques sont généralement des longues chaînes carbonées dont les charges sont parfaitement bien équilibrées, symétriques et du coup qui sont non polaires et qui vont mal se mélanger à l'eau parce qu'elles sont pas aimantées. C'est pour ça que du coup l'huile par exemple va flotter sur l'eau et que l'huile va pas se mélanger avec l'eau. Il va y avoir l'eau qui est un solvant polaire et l'huile qui est un solvant non polaire. Sur ces ions carboxylates, on va avoir une longue chaîne carbonée qui, elle, va être non polaire et qui va bien aimer se mélanger dans tout ce qui est corps gras, dans l'huile, tout ça. Et de l'autre côté, on va avoir la fonction carboxylate qui, elle, a une charge et qui va être polaire et qui, elle, du coup, va bien se mélanger avec l'eau. Donc le principe du savon, du coup, c'est que ces carboxylates vont se mettre à moitié dans le corps gras, à moitié dans l'eau, et du coup, ils vont se faire une sorte de coque autour du corps gras, et après, du coup, l'eau va s'accrocher au carboxylate et va emmener, du coup, la sorte de bulle qu'aura constitué le savon autour du corps gras. Donc c'est comme ça que fonctionne un savon. C'est une sorte de molécule qui est à l'interface entre la phase huileuse et la phase aqueuse et qui est capable de se mettre entre les deux et du coup d'accrocher l'huile à l'eau pour que l'eau emmène l'huile avec elle. Donc voilà, c'est ça que vous produisez quand vous avez des OH- qui sont récupérés dans votre cendre qui vont attaquer le gras que vous auriez sur votre linge avec des lessives à l'ancienne. Donc voilà ce que c'est de la cendre. La cendre, en gros, c'est de la lessive, fondamentalement. Il y a plein de tutos sur Internet qui vous expliquent comment faire de la lessive avec la cendre. Bon, c'est pas forcément le plus simple, hein, ou des tutos également pour faire du savon. Il y en a beaucoup qui utilisent le lierre, puisque le lierre va directement produire de la saponine, qui est une sorte de savon déjà directement produit. Mais de tout temps, voilà, la cendre a servi à faire de la lessive. Le mot vient du mot cendre, d'ailleurs. Donc c'est bon à savoir. Également, qui est bon à savoir, c'est que le mot potasse, du coup, vient du coup du mot pot et hache en anglais, qui voulait dire la cendre qu'on a récupérée au fond du pot. Donc pareil, là toujours le même principe, c'est la cendre qu'on a diluée dans l'eau
Et on récupère du coup ça, et puis du coup ça nous fait de la potasse, potash. Donc on voit que tous ces mots-là en fait sont très liés à la cendre, que ce soit lessive ou potasse, et que du coup quand vous mettez de la cendre dans votre jardin, fondamentalement ce que vous faites c'est que vous étalez de la lessive. Alors c'est là qu'on voit déjà tout de suite quand on dit ah mais c'est naturel, donc c'est bio, c'est bon. Tout ce qui est naturel n'est pas nécessairement bon. Et quand voilà je vous explique que étaler de la cendre c'est étaler de la lessive, tout de suite elle a beau être naturelle, ça reste de la lessive, donc tout de suite quand même on se dit bon, est-ce que c'est une bonne idée? Du coup, j'en viens aux usages pertinents que je pense qu'on peut faire avec la cendre. Un des premiers usages qu'on peut faire, c'est le de chauler le tronc des arbres. Alors moi je le fais pas parce que d'un point de vue esthétique, je trouve pas ça très joli. L'idée c'est de du coup de mettre un peu d'eau dans la cendre pour en faire une sorte de pâte. Et avec cette pâte du coup de la badigeonner sur le tronc des arbres et normalement du coup avec tout le côté basique de la chaux éteinte, et ça va attaquer tout ce qui pourrait être les bactéries, les champignons, tout ça qui pourrait s'en prendre à l'arbre et les petits insectes aussi, tout ça pour essayer de désinfecter l'arbre du coup et le protéger. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je le fais pas parce que bon je trouve pas ça très joli l'effet là, ces sortes de troncs blancs qu'on peut trouver. Puis quitte à le faire, je le prendrais vraiment avec du lait de chaux, puisque normalement ce qu'on utilise c'est du lait de chaux pur. Alors dans la cendre on en a du lait de chaux, enfin de la chaux éteinte, ou le lait de chaux c'est quand on l'a dilué. Mais autant en utiliser peut-être un élément pur pour que ça soit plus propre. Alors ce principe du coup de faire une sorte de gang avec la cendre, c'est le même principe qu'on va trouver en utilisant de la chaux pour faire de la maçonnerie. On va éteindre la chaux en la mélangeant à l'eau. Et donc cette pâte de CaOH2 qu'on va mettre sur l'arbre va capturer dans l'atmosphère les molécules de CO2 qui flottent et ça va se transformer en calcaire. Ça va faire une sorte de gang de calcaire et c'est aussi comme ça que du coup la chaux est utilisée en maçonnerie. Alors d'ailleurs, petite incise, en maçonnerie on va parler de chaux aérienne et de chaux hydraulique selon que la chaux vive va également contenir plus ou moins d'argile, moins de 5% d'argile on va appeler ça de la chaux aérienne et entre 5 et 30% d'argile on va appeler ça de la chaux hydraulique. Voilà, bon ça c'est plus des termes de maçonnerie, mais bon si jamais vous entendez ces mots-là, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il y a plus ou moins d'argile dans la chaux. Dans la cendre, on va pas avoir d'argile en sortie, donc normalement on est censé avoir de la chaux avec un peu du coup de carbonate de potassium et puis les éléments donc qu'on a vus qui vont la rendre pas très pure mais quand même utilisable pour cet usage-là. Donc on voit que la cendre a un usage qui peut être un usage désinfectant clairement, puisque son côté basique va vraiment nuire aux bactéries, aux petits insectes, ce genre de choses. Et donc un autre usage de la cendre qu'on peut faire, à mon avis sûrement le plus intéressant, c'est de l'utiliser comme désinfectant pour le poulailler, de mettre d'utiliser la cendre, de la jeter dans le poulailler pour désinfecter tout ce qu'on pourrait avoir dans le poulailler, et également du coup mettre une sorte de bassine pour que les poules viennent s'ébattre dedans et s'enlever les puces, tout ça. Donc ça c'est un usage très intéressant de la cendre, je pense, c'est de l'utiliser en désinfectant. Et on en revient du coup à l'usage de la cendre comme engrais au potager, comme c'est suggéré dans pas mal de vidéos. Alors comme je vous l'ai dit avant, c'est quelque chose d'extrêmement basique. Ça peut être intéressant d'utiliser la cendre si vous avez un sol acide. Ça va vous permettre d'aider à redresser un peu le pH. C'est ce qu'on appelle du chaulage. On considère que si vous mettez 400 grammes, enfin entre 200 et 400 grammes de cendre par mètre carré, vous allez remonter d'un point le pH. Alors ça va dépendre de votre type de sol, tout ça. Moi je vous mets un peu des chiffres ici pour en gros vous donner une idée des proportions à apporter. Bon voilà, ça c'est vraiment dans le cas où vous avez un sol acide. Alors je vous mets une carte de France que j'ai refaite un peu moi-même à partir des données de pH de sol. Il faut voir que si vous êtes dans la partie bleue de la France, c'est-à-dire que vous êtes sur un sol calcaire et plutôt basique, rajouter des choses qui vont rendre votre sol encore plus basique, c'est vraiment à proscrire. Donc utiliser de la cendre au potager dans toute cette zone-là, pour moi c'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez faire du chaulage sur un sol qui est déjà basique, donc c'est vraiment pas une bonne option. Toute la partie blanche, bon ça se discute, mais franchement vous allez faire plus de mal que de bien, je pense, donc pareil, je le ferai pas.
Là où ça peut paraître intéressant, c'est toutes les parties en rouge, où là clairement on va avoir des sols très acides. Bon, c'est vraiment une carte à la louche, hein. C'est à voir, par exemple typiquement j'ai lu ils font des cholages, ils ont fait des cholages, des grandes campagnes de cholage à la pointe de la Bretagne. Là elle apparaît pas en rouge sur la carte, donc bon voilà, c'est vraiment c'est pour donner des ordres de grandeur, une idée, mais que en gros les gens qui ont intérêt à choler le sol, c'est quand même une minorité de terroirs en France. La plupart des terroirs sont soit neutres, soit déjà carrément basiques. Et utiliser de la cendre pour apporter le côté basique au sol, c'est vraiment pas une bonne idée dans des sols qui sont déjà normaux ou trop basiques. Et alors par contre, si vous avez un sol trop acide, là je vous renvoie à la vidéo sur le pH. L'intérêt du coup de mettre de la cendre, c'est-à-dire que vous allez faire ce qu'on appelle un cholage. Dans votre sol, les complexes argilo-humiques qui servent du coup à stocker les éléments nutritifs positifs du sol et également à donner la texture au sol sont saturés d'ion H+, et les ions H+, n'ayant qu'un seul plus, ils sont pas capables d'accrocher l'argile à l'humus. Alors que du coup, si vous supprimez ces ions H+, en balançant des OH-, les OH- du coup que va fournir la cendre, qui vont neutraliser les H+, pour faire de l'H2O, ces H+, vont être remplacés par les ions calcium qui sont également contenus dans la cendre. Et là, vous allez former des ponts calciques entre votre argile et votre humus, et vous allez reconstituer le complexe argilo-humique qui là va flocculer, et vous allez améliorer la texture de votre sol, tout ça. Donc clairement, si vous avez un sol acide, ça peut être très intéressant d'utiliser la cendre au potager, mais comme je vous le disais, ça concerne vraiment une minorité des gens. Et alors sur la cendre, du coup, il est conseillé souvent de l'utiliser au potager parce que ça apporte voilà, de la fertilité. Alors souvent ce qu'on regarde sur la fertilité des différents éléments qu'on pourrait apporter au potager, on regarde ce qu'on appelle le NPK, c'est-à-dire l'apport en azote, en phosphore et en potassium que va apporter l'élément. Et pour le coup, la cendre a un NPK qui est vraiment particulièrement déséquilibré, puisqu'on va trouver 0 azote quasiment, un petit peu de phosphore. Alors, selon les chiffres qu'on va trouver entre 1 et 6 de phosphore, et par contre on va trouver 12 de potassium, donc c'est quasiment, la cendre c'est quasiment un engrais potassique pur. Alors après, bon, il y a les autres éléments que NPK, comme on a vu le calcium, qui est aussi utile aux plantes, enfin, que je vous fasse une vidéo dessus. Donc on n'a pas de soufre, hein, comme on a vu. Soufre, pareil, un élément super utile qui est assez peu pris en compte par les jardiniers, mais qui est super utile aux plantes. Et puis tous les oligo-éléments. Mais sur le NPK, c'est un engrais particulièrement déséquilibré. Donc voilà, c'est un engrais potassique. Alors le potassium est réputé servir du coup à bien faire pousser les fruits, puisque comme je vous ai dit, le potassium c'est ça qui gère la quantité d'eau dans la plante. Donc quand vous avez des gros fruits, la quantité d'eau de votre plante augmente énormément. Le potassium sert en plus à acheminer les sucres à bien les stocker dans les fruits. Puisque voilà, il gère tout ce qui est fluide dans la plante, donc le transfert du coup des fluides, tout ça. Donc typiquement, il va y avoir des gros besoins en potassium au moment de la fructification, parce que la masse de la plante va beaucoup grandir, et comme la masse de la plante c'est 80% d'eau, eh ben, il vous faut le potassium pour gérer cette eau supplémentaire. Donc typiquement, on peut conseiller d'utiliser la cendre comme engrais potassique, par exemple au pied d'une culture qui va faire des gros fruits, tout ce qui va être par exemple tomates, poivrons, aubergines, ou également les cucurbitacées par exemple, qui vont faire des grosses courgettes, des grosses courges. On pourrait se dire que apporter de la cendre au pied, ça va apporter du potassium au moment de la fructification pour servir d'engrais. Mais c'est un engrais particulièrement déséquilibré et pas si riche que ça, parce que quand on le compare à d'autres types d'engrais, on voit qu'on n'est pas sur des concentrations de fou. Hein. On est sur un cas de 10 par exemple pour le potassium. On voit que si on met du compost, on va pas être à 10 fois ce qu'on aurait dans du compost. On est à un petit peu plus juste sur le potassium, alors que sur les autres on est à beaucoup moins. Donc on a quelque chose de très déséquilibré, de très basique, et de pas forcément très riche. Donc c'est pas quelque chose qui me paraît particulièrement pertinent à utiliser. Alors par contre c'est minéralisé, hein, puisque on est sur du déchet minéral. Si vous mettez ça dans votre sol, c'est directement disponible pour les plantes. Si vous partez sur une nutrition de votre sol par des composts, de la matière organique, du sol vivant, là il va falloir le temps que toute la matière organique de vos composts, tout ça se minéralise pour libérer les éléments nutritifs qu'elle contient. Donc ça va être plus long. La cendre va les fournir immédiatement.
Mais si vous avez une logique de long terme et que vous avez préparé votre sol à l'avance, tout ça, que vous avez préparé à l'automne, vous avez apporté des fumiers, des composts, des feuilles mortes, des tontes, tout ça, et que ça a eu l'automne pour cuisiner et commencer à se minéraliser, vous avez apporté à votre sol une nutrition beaucoup plus équilibrée qu'en utilisant de la cendre. Maintenant, il faut bien comprendre qu'effectivement, on peut avoir au potager de la lixiviation des éléments, c'est ce qu'on appelle la lixiviation, c'est que en gros les éléments qui coulent dans le sol jusqu'à la nappe phréatique et vous perdez la richesse de votre sol. Il y a également tout ce que vous retirez de votre potager, ce qu'on appelle les exportations, là, du coup quand vous enlevez des légumes, tout ça, vous allez enlever de la richesse de votre sol. Alors il y a aussi ce qu'on appelle le lessivage, mais normalement sur un potager vous n'êtes pas censé avoir de l'eau qui coule sur un terrain en pente et qui vous emmène la fertilité, ou alors c'est que votre potager il y a un problème. Faut faire des terrasses, enfin des choses comme ça. Donc voilà, lixiviation plus exportation, vous enlevez de la richesse à votre potager. On pourrait se dire que utiliser de la cendre, on va compenser ces pertes d'éléments. Moi, je trouve que c'est pas un élément intéressant pour compenser cette perte-là. Il est trop déséquilibré, trop chimique, et il va déséquilibrer trop de choses, sauf à avoir un sol acide vraiment dans une recherche de chaulage et de correction de pH. Alors du coup, dans ce qu'on peut trouver également comme usage de la cendre, il y en a qui préconisent de faire des barrières de cendre pour protéger des limaces. Alors effectivement, hein, imaginez-vous être une limace, vous n'avez pas forcément envie d'aller glisser sur de la lessive, ça paraît logique. Par contre, voilà, la durabilité de la barrière, c'est que dès qu'il va pleuvoir, la barrière, il va falloir la régénérer. Vous allez vous retrouver à balancer des quantités de cendre complètement déraisonnables dans votre potager. Voilà, sauf à avoir un sol acide et à se dire, de toute façon, je vais choler, quitte à choler, je vais faire des barrières de cendre contre les limaces. Utiliser la cendre en anti-limace, ça me paraît vraiment pas une bonne option, comme voilà, l'utiliser au potager. Donc voilà, la cendre en anti-limace n'a de sens que si vous l'utilisez également en chaulage, et vous pouvez vous dire que vous le mettez en anti-limace au moment où vous chaulez. Sachant que ça va pas durer longtemps, qu'à la première pluie, de toute façon, tout ça va être dissous. Alors dans les choses que je peux lire également, c'est certains qui préconisent de mettre de l'acide dans la cendre pour contrecarrer son côté basique, pour que les H+ de l'acide attaquent les OH- et fassent des H2O, et qu'on se retrouve juste du coup avec le potassium, le calcium, le magnésium sans la partie basique. Je trouve que c'est quand même très cher payé pour récupérer, comme je vous ai dit, un engrais qui est pas si riche que ça. Gaspiller du vinaigre ou n'allez pas jouer avec de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique pour faire ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Gaspiller du vinaigre pour mettre sa cendre au potager, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. On n'est pas sur un élément suffisamment riche en fertilité qui justifie qu'on utilise ce genre de moyens. Et donc du coup, moi je vous parlais de la manière dont moi j'utilise les cendres, parce que je n'ai pas de poules, parce que clairement le poulailler, à mon avis, c'est le meilleur usage qu'on puisse faire des cendres. Comme je vous ai dit, je mets pas de lait de chaux sur les arbres pour l'instant. Bon, je dis pas qu'un jour je le ferai pas, mais pour l'instant j'en ai pas eu vraiment, j'en ai pas ressenti la nécessité, et comme je trouve pas ça très esthétique, j'évite de le faire. Peut-être qu'un jour je le ferai, pour l'instant j'en ai pas besoin. Je veux pas la mettre au potager parce que j'ai pas un sol acide, et que comme je vous ai dit, je pense pas que si on n'a pas un sol acide, ça soit intéressant, c'est même plutôt toxique. Donc le meilleur usage que j'ai trouvé de la cendre, en fait, c'est de l'étaler dans le jardin. L'idée c'est d'utiliser mon jardin pour récupérer plein de paillage, de la fertilité que après j'amène au potager, comme je vous ai pu le montrer dans mes vidéos. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vide un peu le jardin de la fertilité qu'il possède pour la mettre au potager. Donc plutôt que de fertiliser le potager, je préfère fertiliser les cultures qui après du coup vont me donner du paillage que je vais emmener au potager. C'est un peu la même logique qu'ils ont quand ils font de l'agriculture avec des couverts végétaux. Ils disent qu'il vaut mieux fertiliser le couvert que fertiliser la culture. Là, c'est un peu le même principe, c'est que je fertilise du coup ma source de paillage plutôt que de fertiliser le potager. Du coup, je vais récupérer un paillage qui lui va être beaucoup plus équilibré que si je mettais directement la cendre au potager. Et je compense du coup les exportations d'éléments que je fais au niveau de ma pelouse, puisque je vais retirer à chaque fois un peu d'oligo-éléments, un peu de phosphore, un peu de tout ça, de ces éléments qui se régénèrent pas. Là du coup, en étalant mes cendres dans des quantités, du coup au mètre carré, j'en mets très peu au mètre carré, et comme le sol il reste bien vivant, qu'il y a toujours de l'herbe et que tout ça vit bien, et que les quantités sont très faibles, c'est beaucoup mieux tamponné par le sol.
au niveau de la variation de pH. Il n'y a pas de lixiviation parce que tout de suite il y a des systèmes racinaires qui sont là pour récupérer ça, les éléments sous forme minérale qui pourraient être dissous tout de suite. Si je mets ça au potager alors que j'ai pas de culture, comme c'est sous forme minérale, ça va être dissous immédiatement et ça pourrait lixiver très vite. Bon, moi j'ai un sol argileux donc j'ai pas trop de problème de lixiviation, mais dans d'autres cas ça paraît pas forcément une super idée. Donc pour le coup, le bon usage de la cendre pour moi je trouve, c'est de l'utiliser pour fertiliser la pelouse. Et également du coup toutes les zones qui servent à après alimenter en paillage le potager. Et qui plus est, effet secondaire de la cendre sur la pelouse, c'est que ça élimine les mousses, parce que les mousses aiment les sols tassés et acides. Du coup, si vous mettez la cendre dessus, là vous allez éliminer la mousse. Ah, je viens de me rendre compte que je fais toute la vidéo avec une sorte de petite peluche accroché au pull, bon tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, c'était ma vidéo sur la cendre au potager, ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas. Bon, vous aurez compris que moi je sais pas du tout ce que je préconise. Je pense que le bon usage c'est plus d'utiliser pour fertiliser la pelouse, pour après utiliser la pelouse pour fertiliser le potager, en deux bandes en fait. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous y abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.